Salam alaikum, Azul, bonsoir. Même s'il est controversé par certains experts en la matière, le confinement reste cependant la mesure préventive la plus éprouvée parmi celles qui ont été adoptées par quasiment tous les pays du monde pour lutter contre la pandémie du corona. Mais il est diversement adapté par chaque pays, non seulement pour des raisons liées à l'ampleur du fléau, mais aussi pour des considérations économiques, voire parfois politiques. Il est donc plus ou moins sévère, plus ou moins laxiste, plus ou moins opportuniste. Dans certains pays, comme la Corée du Sud, où la lutte contre le Covid-19 est unanimement saluée par les observateurs du monde entier, il n'y a pas de confinement du tout. Mais le port obligatoire du masque est une politique de dépistage massive, pensée de façon à pouvoir circonscrire tous les sujets suspects par l'utilisation d'une carte des déplacements de chaque personne testée positive, obtenue grâce à la géolocalisation de son téléphone portable. La Corée du Sud est pourtant le deuxième pays le plus infecté après la Chine par rapport à sa population. Mais les 10 000 tests effectués par jour dans ce pays et de façon ciblée ont réussi à infléchir la courbe de la pandémie de façon réellement impressionnante, en même temps que cela a permis d'éviter la mesure du confinement. En Allemagne, juste par souci de donner un chiffre qui correspond, qui peut être comparé, le chiffre de dépistage est encore plus impressionnant. Plus de 70 000 tests par jour en moyenne, avec une politique de déconfinement progressif. Pour avoir un ordre de grandeur, le maximum des tests quotidiens pratiqués par jour en Algérie oscille entre 200 et 400. Imaginez un peu, 200 à 400 par jour en Algérie par rapport à l'Allemagne qui effectue 70 000 tests par jour. En Suède, où il a été décidé de ne pas confiner la population, les écoles sont ouvertes et la société continue de vaquer le plus normalement du monde à ses affaires. Seuls les rassemblements de plus de 50 personnes ont été proscrits. La vie économique et sociale n'y a subi quasiment pas de changement, mais les mesures prophylactiques y sont très rigoureuses. À l'échelle mondiale, la plupart des pays, plus de 80, ont observé cette mesure du confinement, soit environ 3,5 milliards de personnes, la moitié de l'humanité. C'est dire l'impact sur l'économie mondiale. En Algérie, l'approche y est très particulière puisqu'il a été décidé d'y décréter un confinement qu'aucun expert ne parvient à expliquer. Le confinement qui y a été décidé et qui a été décliné sous forme de couvre-feu y est curieusement très partiel, non pas en fonction des régions ou des localités les plus touchées par la pandémie, mais par rapport à un horaire. Un couvre-feu décidé arbitrairement, un couvre-feu confinement qui va de telle heure de l'après-midi jusqu'à telle heure du matin en fonction de la région. Un peu comme si le virus ne sortait pas la nuit. Le reste du temps, c'est chacun fait ce qu'il veut, à quelque chose près. Désinvolture et laxisme non seulement du pouvoir, mais aussi de la population qui semble prendre très à la légère les risques de propagation. Hormis les heures de couvre-feu, le pays ne donne vraiment pas l'impression d'être dans de quelconques restrictions sanitaires. Les marchés grouillent de monde, les grandes surfaces y sont bondées et les chaînes devant les marchands de Zlebia sont comme les autres Ramadan. Et comme si cet incivisme
ambiant ne suffisait pas, le régime y met du sien en profitant de la pandémie pour réprimer encore davantage et tout entreprendre en intimidation et en répression pour dissuader les Algériens de reprendre le Hirak. Des provocations massives qui se chiffrent en milliers de convocations et qui ont commencé à susciter des réactions de protestation, comme à Tizi Ouzou et El Bayad, où des manifestations ont éclaté, malgré les mesures de confinement. Mais il n'y a pas que cet opportunisme sécuritaire du régime à vouloir se saisir de cette aubaine qui est la pandémie pour lui, pour mettre les bouchées doubles et tout entreprendre pour réprimer sournoisement le Hirak. Il y a aussi, malheureusement, toute cette opacité laborieusement entretenue autour des chiffres de la pandémie, des victimes et de la carence en moyens, voire même sur certaines déclarations des officiels, y compris celles du président de la République et du ministre de la Santé, qui ont menti sur le nombre de respirateurs dont dispose le secteur de la santé. Un chiffre qui a vraisemblablement été outrageusement exagéré. Nous essaierons aussi, auprès de nos invités, d'en savoir plus sur cette chance inouïe des pays du Maghreb et donc d'Afrique en général, sur la relative infime propagation de la pandémie dans ces pays, qui étaient pourtant prédisposés, par leur manque de moyens, à une catastrophe de très grande envergure. Alors, Algérie, confinement, Islabia, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous allons recevoir, comme au début de chaque émission, Mossab Hammoudi, chercheur en sciences politiques, le docteur Hamid Mhenni, qui nous parlera depuis Genève, le docteur Abdelhak Serrab, qui nous parlera depuis la France, Amira Bouraoui, le docteur Amira Bouraoui, qui nous parlera depuis l'Algérie, et Adel Jabbar, observateur politique, qui sera avec nous depuis le Canada. Mossab Hammoudi, merci d'être avec nous. Merci Jamel Din pour la réception. Bonjour à vous, aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Alors, la gestion du Covid-19 par le gouvernement, appelons-le comme ça, semble être assez singulière comparée aux autres pays, comparée à l'international, notamment cette confusion des notions de confinement et de couvre-feu. Oui, effectivement, c'est le cas parce que le régime algérien, je préfère l'appeler par sa désignation, a mélangé les registres, si j'ose dire, parce que, rappelons-le, le confinement, c'est une interdiction de déplacement et qui a été vulgarisée un peu dans les médias avec le terme confinement. Mais ça reste une mesure sanitaire et donc, comme mesure sanitaire, elle s'adosse à des politiques de restriction des contacts humains ou des déplacements dans un cas de pandémie. Ceci implique qu'il y ait une campagne gouvernementale, c'est-à-dire un travail au préalable qui soit politique, surtout au niveau sanitaire, donc avec les recommandations, la distanciation sociale et tout ça, et économique, parce qu'il faut assurer les chaînes de production et les chaînes de distribution des vivres et permettre un revenu aux couches sociales les plus modestes. Donc, en Algérie, avec ce régime-là, c'était juste confiner pour confiner, mais avec un sens de délimitation, d'imposer un couvre-feu. Donc finalement, ce n'est pas un confinement, c'est un couvre-feu qui ne dit pas son nom, parce que rappelons aussi que le confinement n'est pas le tout, ce n'est pas toute l'opération politique, ça devrait être une partie d'un tout. C'est-à-dire, il y a généralement 3 stades. Le premier stade, le deuxième, le dernier, l'ultime, quand il n'y a plus de possibilité de lutter pour le gouvernement, il essaye de confiner pour étaler les entrées, les admissions aux hôpitaux. Qu'est-ce qu'il a fait notre régime? Il a juste sauté sur le 3e stade, il a pris comme tout, et en fait, c'est une gestion sécuritaire qui s'appuie sur le couvre-feu.
et qui est juste une interdiction pour la population de circuler et qui est complètement irrationnelle parce que vous l'avez très bien rappelé dans votre introduction, on ne peut pas imposer un couvre-feu à un virus, il sera toujours en circulation. Donc, le régime n'a pas pratiqué un confinement, il pratique plutôt un couvre-feu. Et au sujet des chiffres qui sont livrés, qui semblent parfois contradictoires, parfois très en dessous de la réalité, à votre avis, ils sont fiables, les chiffres qui sont livrés par le régime? Mais non, c'est pas possible. Elles ne peuvent pas être fiables statistiquement. Déjà, ça saute aux yeux parce qu'on a eu des plages un peu irrationnelles. Quand on a au début des chiffres qui disent on a 50 cas confirmés avec 20 décès, et puis on attend quelques semaines pour nous dire qu'il y a 180 cas confirmés avec 5 décès, c'est-à-dire on a plus de cas confirmés avec moins de décès, c'est bien sûr irrationnel, c'est complètement fou. Et puis, on sait qu'en Algérie, il n'y a pas de chiffres officiels, il n'existe pas de statistiques, il n'existe même plus de recensement. Donc, on sait que les foyers de la pandémie ne sont pas localisés, il n'y a pas de tests. On teste généralement sur des cas qui étaient déjà décédés, c'est-à-dire on obtient les résultats après décès, et puis on ne dispose pas de kit de tests, ce qui fait que si on a une population de 500 contaminés et qu'on n'a que 50 tests, on n'obtiendra que 50 cas, ce qui n'est pas représentatif. C'est-à-dire qu'on est dans une gestion très catastrophique, même comparée à d'autres pays, parce que vous avez raison de souligner que le cas algérien est vraiment singulier. Et on a vu, par exemple, ceux qui ne maîtrisent pas la situation, eux-mêmes ont commencé par essayer de confiner. Les Algériens, le régime algérien est le seul à attaquer directement le couvre-feu. Et on a par exemple le cas du Congo-Kinshasa qui n'a pas pu gérer, ou du Niger qui a essayé le confinement mais qui n'a pas réussi, ou bien les cas extrêmes, bien sûr, ça reste le régime Duterte, Rodrigo Duterte, aux Philippines, qui est allé juste à l'usage des armes. C'est ce que souhaite le régime algérien, mais il ne peut pas. Toujours est-il, il est dans une gestion sécuritaire, puisque son souci n'est pas du tout le Covid ou préserver la population de la pandémie. Son seul souci, c'est d'essayer de mater le Irak. Donc, il essaye d'en finir avec le Irak pendant la pandémie. Et d'où cette précipitation à revenir aux pratiques complètement, osons le terme, des pratiques de la colonisation de l'armée française. Les visites nocturnes, les kidnappings, les pratiques extrajudiciaires. Donc, j'ai l'impression qu'au-delà des discours, le régime est dans une autre dimension et il ne soucie guère de la situation sanitaire. Son seul souci, c'est la pratique sécuritaire. Merci Moussab Hamoudi, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Amira Bouraoui. Est-ce qu'Amira est avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, Amira. Merci à vous, merci. Merci. Amira, on a l'impression qu'en Algérie, le confinement, c'est un peu zlabia parti. Tout le monde prend ses aises. À part les heures de couvre-feu, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de confinement. Monsieur Benchenouf, dès que la pandémie, d'abord avant que la pandémie n'arrive, c'est-à-dire avant le premier cas en Algérie, avant le 26 février 2020, c'est à ce moment-là qu'on a eu le premier cas. Et les Hirakis continuaient à sortir dans la rue, etc. Dès qu'on a vu que le premier cas et les premiers cas sont arrivés en Europe et qu'on sait qu'on a des avions qui atterrissent en Algérie, on a commencé à nous inquiéter. C'est-à-dire avant même que le ministre de la Santé ne parle de coronavirus, les Hirakis ont commencé à en parler. Ils ont dit « Attention, il faut arrêter le trafic aérien ».
Malheureusement, le pouvoir algérien a commencé par arrêter les universités et les écoles avant d'arrêter le trafic aérien. Alors que nous, en tant que hirakistes, on avait réclamé l'arrêt total du trafic aérien. Ils ont préféré arrêter les universités et les écoles avant le trafic aérien. 2 semaines plus tard, ils l'ont arrêté. Par contre, ils n'ont pas utilisé un confinement. Nous, on l'a dit dès le départ, ce pouvoir il a décidé d'appliquer le couvre-feu. C'est un couvre-feu qui nous rappelle des années 90. Sauf que les années 90, le couvre-feu commençait à 23 heures. On se le rappelle tous, hein. J'étais enfant, mais je m'en rappelle aujourd'hui. Par contre, le couvre-feu, ils ont décidé de l'appliquer pour certaines wilayas à 15 heures, pour d'autres à 17 heures et pour d'autres à 19 heures. C'était un couvre-feu et pas un confinement. Et on le répète aujourd'hui, c'était un couvre-feu. Donc c'était du sécuritaire et non pas un problème sanitaire. Mais aujourd'hui, qu'il y a un confinement dans un couvre-feu, si on veut, le confinement pendant le couvre-feu, il est relativement respecté. Et généralement, c'est la nuit, hein, c'est à partir de l'après-midi. Mais le reste de la journée, il n'y a pas de confinement en Algérie. À quoi vous imputez cela? À un manque de civisme, à un manque de sens de la responsabilité, ou c'est juste une manipulation du régime qui voudrait que les gens ne respectent pas le confinement? Monsieur Benchenouf, le régime s'en fout du volet sanitaire. Le régime, son problème, il est hirakiste. J'ai parlé à des gens du régime, je ne citerai pas leur nom, mais des gens du régime voulaient, avant même que le premier cas de corona n'arrive en Algérie, ils voulaient bien jeter un Chinois au milieu des hirakistes pour que tout s'arrête. Le problème du régime algérien, c'est le hirak. Un Chinois atteint du Covid, bien sûr. Exactement, oui, exactement. Exactement, Monsieur Benchenouf. Le problème du régime, c'est le hirak. Le problème du régime, c'est le hirak, il est corona à ses yeux. Hein. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu on n'a pas vu un côté sanitaire vraiment pour vouloir épargner le coronavirus aux Algériens. Ce n'était pas possible de toute manière de faire un confinement total. Parce que les Algériens, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on les a mis, la moitié des Algériens, ils sont en train de souffrir davantage d'un problème ils sont en train de les tuer quelque part. Ils sont en train de tuer les Algériens, ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à travailler, ils n'arrivent plus à se nourrir. Hein. Ils sont en train de tuer les Algériens, mais leur problème n'est pas sanitaire. Le problème du pouvoir, il est uniquement hirakiste. Il a fallu arrêter le hirak. Et on a utilisé coronavirus pour arrêter le hirak. Merci à ce pouvoir hein, d'avoir. Il joue bien aux échecs et quelque part il a gagné, mais pour l'instant. Mais par contre, coronavirus ne va pas durer éternellement. Ils ont utilisé coronavirus pour faire rentrer les militants en prison. On est en train de voir depuis le début de Corona qu'ils sont en train de faire rentrer des dizaines et des dizaines d'Algériens en prison. Coronavirus ne va pas durer éternellement et demain, ces Algériens vont encore se relever pour vous dire arrêtez. Aujourd'hui, on a plein d'avocats qui sont descendus à la BCD Cheikh. La BCD Cheikh, où ils ont mis plein de militants en prison et on a Badi Abdelghani et Moussa Bouchachi qui sont descendus aujourd'hui pour essayer de sortir les militants de prison parce que il y a eu une manifestation populaire à Al-Bayt aujourd'hui pour protester contre justement cette répression larvée qui se cache derrière la pandémie. Tout à fait, Monsieur Benchenouf. Vous savez, les militants de BCD Cheikh, je les connais parce que je suis descendue en 2014 à la BCD Cheikh avec des militants. On est descendu là-bas. C'est pas des gens qui se taisent, hein. C'est des gens qui sont toujours debout. Ils ont fait rentrer Mohamed Boudief. Oui, il s'appelle Mohamed Boudief, un jeune militant que j'ai connu en 2014, qui avait perdu son père à ce moment-là et qui a été avec nous à Baraket. Et ils l'ont mis en prison
parce qu'il s'est opposé à ce régime. Et je remercie M. Badi Abdelghani et M. Mustafa Bouchachi qui sont descendus le défendre. C'est des avocats qui ne sont pas payés pour ça. Ils descendent et ils défendent nos militants. Ils défendent nos militants partout. Et allez-y, profitez de coronavirus alors que vous savez très très bien qu'un couvre-feu n'est pas un confinement. Et restez avec nous, Amira Bouraoui, j'aurai d'autres questions pour vous. Et je reçois à présent Hamid Mhenni, docteur Hamid Mhenni, qui est avec nous depuis Genève en Skype. Hamid Mhenni, merci d'être avec nous. Monsieur Chenouf, merci. Et merci pour l'invitation et salutations aussi à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, je vais commencer avec vous par une question qui, malheureusement, n'a pas été relayée, ni même signalée, ni par le ministère de la Santé, ni par les médias, ni par personne, en fait, pas même par le personnel médical algérien, le personnel soignant d'une façon générale. Tout à l'heure, je me suis amusé à faire des petits calculs. En Algérie, nous avons 19 soignants, selon le chiffre du ministre de la Santé, qui sont décédés. Soignants entre médecins et paramédicaux, oui, dont 16 médecins. 16. Et en France, j'ai voulu comparer avec la France. C'est un pays avec lequel nous comparons souvent. Donc, nous avons 30 soignants, à peu près, qui sont décédés, entre 28 et 30. Mais arrondissons, même si arrondir des personnes décédées n'est pas très pudique. Donc, en termes de pourcentage, alors tenez-vous bien, docteur Mhenni, en termes de pourcentage, en France, le taux de soignants décédés par rapport au nombre total de décédés en France est de 0,1%. Ça veut dire le dixième de 1%. Ce n'est pas 1%, c'est le dixième de 1%, 0,1%. En Algérie, 19 soignants sur 555 morts déclarés, c'est 3,4%. C'est un chiffre qui n'a été communiqué par aucun pays au monde. Le nombre des médecins décédés en Algérie est une véritable hécatombe. Alors, la question, à quoi cela est-il dû? Pourquoi autant de morts parmi le personnel soignant? Alors, tout d'abord, ceux qui m'ont précédé, ils ont expliqué un peu que malheureusement, au début, quand le coronavirus est apparu dans la wilaya de Blida et Blida exactement, ce coronavirus n'a pas été cerné correctement. Pourquoi? Parce que quand vous avez un foyer dans une ville, la première des choses qu'il fallait faire, c'était de la cerner et d'essayer de faire le tri entre ceux qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints à travers des tests. C'est ce que font, par exemple, les Coréens. Vous savez que les Coréens du Sud, récemment, ils ont vu un foyer démarrer dans la capitale Séoul, mais ils ont vite cerné l'endroit et ils ont fait des tests et ce qu'ils appellent, eux, le tracking, c'est-à-dire pour pouvoir suivre ceux qui ont eu des contacts avec d'autres, etc. Mais ils testent. En Algérie, le fait étonnant, c'est que quand la pandémie a commencé, les aéroports étaient ouverts, ils fonctionnaient, les ports, ils fonctionnaient, la ville de Blida n'était pas cernée, pour pouvoir justement localiser bien et essayer de bien cerner l'infection à coronavirus au niveau de la wilaya de Blida. Ça n'a pas été fait. En quelque sorte, c'est presque, ils invitaient l'infection à se répandre. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est clair, vous ne cernez pas le virus, c'est le virus qui va vous cerner. C'est lui qui va vous traquer. Et donc, à partir du moment où ils n'ont pas fait ça, et rappelez-vous, ils n'avaient pas de masque, le personnel n'est pas équipé, il y a une telle désorganisation, une anarchie dans la gestion du personnel. Rappelez-vous, il y a quelques jours, malheureusement, on a perdu une doctoresse qui était enceinte, alors qu'en Europe, une femme qui est enceinte ne travaille pas, mais pas du tout
en médecine pour ne pas avoir de risque d'être contaminé parce que les conséquences peuvent être graves. Là, en l'occurrence, en Algérie, ils l'ont laissé travailler. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir les protéger. Et donc, du coup, on les envoie un peu comme on envoie un soldat au front, désarmé, pour faire face parce que c'est un virus qui, à l'heure actuelle, on ne le connaît pas très très bien. C'est un virus qui ne ressemble pas aux autres virus. Et quoi qu'on fasse comme comparaison, malheureusement, c'est un virus dont on connaît pas on n'a pas toutes les données. On commence. Et vous savez que les Chinois, au départ, quand ça a commencé dans la province de Hubei, dans la ville la plus touchée, c'était Yuan, ils ont un peu caché les données, que ce soit les données par rapport à la mortalité, par rapport au nombre d'atteints, etc. Et même par rapport aux différentes études qu'ils ont faites. C'est ça ce qui explique pourquoi, quand vous envoyez votre armée de blouses blanches faire face à un virus dont on ne connaît rien, et en plus, ils ne sont pas équipés. Donc, du coup, c'est un virus qui est hyper contagieux. On arrive facilement à... Vous avez cité l'exemple de la France, qui a perdu 30 médecins, l'Algérie 19. Il y a un autre exemple, c'est l'Italie. L'Italie, elle a perdu plus que 60 médecins. Donc, ça, parce qu'ils sont en première ligne. Et ce n'est pas un hasard que dans toutes les villes européennes, à 9 h du soir, que tout le monde commence à les applaudir parce qu'ils se rendent compte qu'ils prennent des risques considérables par rapport à ce virus. Et donc, si vous n'équipez pas correctement... Mais combien y a-t-il eu de décès en Italie pour pouvoir comparer? Alors, en Italie, moi, j'ai la carte que j'ai prise de l'université John Hopkins. C'est une carte qui explique le nombre de tous les nombres. C'est une carte qui est assez détaillée. On peut voir là le nombre d'atteints. C'est 225 886 atteints pour 32 007 décès. Alors, s'il y a eu 60 médecins pour 30 000 morts à peu près, c'est très important. Ça représente combien? Ça représente presque 5%, si je ne m'abuse. Exact. L'Italie, en fait, bon, maintenant, malheureusement, il y a les États-Unis qui les ont dévancés, mais l'Italie, au début de la pandémie, quand la pandémie a atteint l'Europe, elle faisait partie des pays qui étaient le pays le plus atteint, hein, avec une très forte mortalité. Il y a un élément qui est assez remarquable, c'est celui de voir que, par exemple, la région de Lombardie était très touchée dans la ville principale et Milan, et si vous la comparez avec le Veneto, qui est la Venise, dans Venise est la ville principale, vous avez Venise a une mortalité très faible comparée à le 15% de mortalité de la Lombardie. Et ça nous donne un peu sur une idée sur le cheminement, comment on fait face, les dirigeants, face à cette pandémie. Et en Algérie, franchement, la situation, elle est jusqu'à l'heure actuelle, quand je vois, par exemple, par wilaya, le nombre d'atteints, le nombre de décès, etc., elle reste sauvable maintenant si les dirigeants font ce qu'il faut. Mais quand vous achetez juste 30 000 kits pour faire 30 000 tests pour 44 millions, je pense qu'il y a un problème de fond, là. On va dire que ce n'est pas suffisant, c'est de loin. Mais à quoi sert-il de faire de 200 à 400 tests par jour? Imaginons qu'ils puissent faire jusqu'à 400 tests par jour tous les jours. Ça sert à quelque chose de faire 40 tests par jour sur une population de 40 millions? Monsieur Benchenouf, regardez, si vous n'avez pas les moyens, il faut être au moins intelligent pour adapter les moyens à la situation. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas j'ai pas une grande capacité pour pouvoir tester comme le fait l'Allemagne ou la Corée du Sud ou d'autres pays. Alors, moi, par exemple, j'aurais ciblé la wilaya de Blida où il y a le foyer principal, et là, je testerai à Blida. Blida, je ne connais pas exactement la population exacte de la ville de Blida, mais
un ciblage par exemple, vous avez un qui est atteint, vous testez tout autour pour l'isoler, pour voir qui sont les personnes qui sont atteintes. Parce que l'un des problèmes qu'on a découvert récemment, c'est qu'on s'est rendu compte que 60% des personnes qui ont été en contact ou dans les zones où le corona est très présent sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils portent le virus, mais n'ont pas de symptômes. Ils ne vont même pas consulter. Ils ne savent même pas qu'ils sont atteints. Et c'est ça qui fait que de l'intérêt, c'est l'intérêt même du test. Ça permet de dénicher, de découvrir qui sont ceux qui sont atteints pour pouvoir les isoler et qui ne le sont pas. Et dans ce cas-là, on va pouvoir les laisser entre guillemets libres, mais avec des mesures de distanciation, de port de masque, d'hygiène, ce qu'on appelle les mesures d'hygiène. Donc voilà, mais 400 tests par jour, c'est vraiment une goutte dans un océan, c'est rien comparé. Mais au moins, il y aurait eu une stratégie pour pouvoir au moins de dire, voilà, je n'ai pas les moyens, mais je vais essayer de faire avec ce que j'ai pour pouvoir m'en sortir avec un minimum de dégâts. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est triste. Franchement, c'est triste. Alors, l'autre question... La situation est sauvable. L'autre question que je voulais vous poser, qui est un peu plus, j'allais dire, large, un peu plus générale, qui concerne tous les Africains et aussi les pays maghrébins, puisqu'ils sont en Afrique, et qu'au début de la pandémie, tous les observateurs avertis avaient spéculé que l'Afrique allait être atteinte d'une façon incroyable, ça allait être une catastrophe historique, ça allait se compter par millions de morts. Or, curieusement, l'Afrique est le pays le moins atteint, le moins affecté, et les gens sont arrivés à spéculer sur des choses, y compris jusqu'à des théories du complot. D'après vous, pourquoi l'Afrique et le Maghreb n'ont-ils pas été affectés? Alors déjà, si on compare l'Algérie avec ses deux voisins, l'Algérie a plus de décès par rapport à ses voisins. Hein? Et même si, par exemple, avec le Maroc, on a les mêmes chiffres d'atteintes. Comme on n'a pas une certaine transparence sur les décès, il est difficile de pouvoir dire exactement qui en est responsable de ces décès. Moi, j'ai vu quelques cas anecdotiques sur les réseaux sociaux où on voit, par exemple, un monsieur qui est parti vers un hôpital de l'ouest d'Algérie pour être testé. Finalement, ils le prennent, ils le gardent comme hospitalisé alors qu'il est suspect, mais il n'a pas été prouvé qu'il était atteint. Ils le mettent hospitalisé avec ceux qui sont atteints. Et le pire, c'est qu'ils ils le mettent dans le protocole et ils lui prescrivent le dérivé de la chloroquine. Et donc ça, si lui, par exemple, il meurt sans lui faire de test, sans faire de test, sans faire d'électrocardiogramme, etc., il va mourir, ils vont le compter aussi comme un patient qui est décédé. Mais la vraie autopsie des décès, ça n'a pas été fait. Vous savez que dans les pays, et d'ailleurs à partir de là qu'on a compris une partie de ce que c'est que le Covid-19, c'est qu'il y a eu à l'université de Zurich, ils ont pris beaucoup de cadavres et ils ont fait des dissections pour essayer de comprendre cette maladie dont on ne comprend pas beaucoup. Et là, ils étaient stupéfiés puisqu'ils se sont rendus compte que, en fait, ce qu'ils ont trouvé le plus fréquemment, c'était une inflammation des vaisseaux. Et aussi, la chose la plus importante, c'était aussi une inflammation du muscle cardiaque. C'était une myocardite.
Et de là, d'ailleurs, cette étude, elle a été publiée dans la revue Lancet en Angleterre. Et donc, ça a changé. Ce qui explique maintenant, on commence à comprendre certaines choses. Pourquoi il y a des AVC, pourquoi il y a des arrêts cardiaques, pourquoi il y a des embolies, pourquoi chez les enfants, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du syndrome de Kawasaki, parce qu'il y a cette inflammation des vaisseaux et grâce à l'étude des cadavres. En Algérie, vous savez que quand quelqu'un décède, il ne passe pas chez le légiste, alors qu'on dispose de pas mal de services de médecine légale qui peuvent faire des autopsies, au moins pour voir qu'est-ce qui fait que nos malades décèdent et que les Tunisiens ou les Marocains ont moins de décès, ne serait-ce que pour ça, pour corriger le tir, pour essayer d'améliorer la prestation de prise en charge de ces patients. Mais malheureusement, en Algérie, ça ne se fait pas. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Vous avez aussi le cas de la doctoresse là qui est décédée. Ils auraient pu. On va dire que moi, j'ai revu, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'étude des études, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de plusieurs études. J'ai vu, par exemple, une méta-analyse qui a repris 19 études dans le monde de femmes enceintes qui ont contracté le coronavirus, le nouveau coronavirus. Eh bien, il y a eu très peu de décès, il y en a eu 2. C'est surtout des problèmes liés, par exemple, à des avortements, si c'est au début de la grossesse, etc. Et là, moi, j'étais étonné, par exemple, qu'en Algérie, ils auraient pu faire une césarienne, puisqu'elle était enceinte à peu près vers le 8e mois. Donc, plus que 7 mois, ils auraient pu sauver le bébé. S'ils ne pouvaient pas sauver la mère, au moins, ils auraient pu sauver le bébé. Ça n'a pas été fait. Bon, vous allez me dire qu'en Algérie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Ce n'est pas normal. Rien ne se fait normalement comme tous les autres pays. Et ça, c'est regrettable. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Et restez avec nous. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, Abdelhak Serrab, je crois que pour l'obtenir en Skype, il va falloir faire un petit réglage technique. Alors, nous allons avoir Adel Jabbar avec nous depuis le Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne émission, puis bienvenue à vos invités, à tous les téléspectateurs de AOH TV. Merci. On aurait voulu vous avoir par Skype, mais il semble qu'il y ait un petit problème. Alors, Adel Jabbar, alors la question que je suis tenté de vous poser, vous qui vous intéressez de très près à ce qui se passe dans le Hirak, à ce qui se passe à ce niveau-là de la contestation, qu'est-ce que c'est que cette histoire, que cette confusion entre confinement et couvre-feu? Est-ce que le virus, pendant le couvre-feu, ne sort pas, n'attaque pas les gens? Et d'autant plus que la nuit, généralement, les gens ne sortent pas. On n'a pas besoin de les confiner, ils rentrent chez eux. Alors que le confinement en Algérie, maintenant, il est perçu comme étant un couvre-feu de telle heure à telle heure. Ah, voilà, vous avez en Skype. Marhaba bik. Merci. Alors, confinement, couvre-feu. Ben, vous m'avez volé le mot que j'avais sur le bout de la langue, c'est confusion. Et contentment, comme disent les Américains. Ils sont là en train d'avoir une vision tout à fait absurde sur cette crise sanitaire. Elle se limite pour eux à une gestion tout à fait sécuritaire. Donc c'est un virus, mais ils veulent utiliser de gros moyens, la force, pour pouvoir le contenir. Moi, ça me fait rigoler. Et puis ça m'attriste aussi de voir à quel niveau d'incompétence ce pouvoir est arrivé. Quand ils vont décréter un couvre-feu pour mettre les Algériens chez eux le soir à la maison, ça me laisse penser en rigolant que ce virus-là est en train de faire une mutation génétique pour se transformer en chauve-souris. Or, ce n'est pas le cas. Le virus circule bien le jour que le soir, la nuit quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud. C'est un virus. Et donc, le problème qu'ils ont, c'est un problème, comme le disait le docteur Bouraoui, c'est un problème purement sécuritaire.
Ils sont terrorisés par le retour de la révolution dans la rue et tous les moyens sont bons pour eux pour faire durer cette situation catastrophique sur le plan sanitaire, économique et social et pouvoir venir à bout de ce qu'ils pensent être des leaders ou des têtes brûlées. Mais est-ce qu'ils ne vont pas obtenir l'effet inverse et provoquer les gens à sortir dans la rue? Ça commence à se passer. C'est le cas à Tizi Ouzou, où les gens ont manifesté contre les convocations qui se pratiquent maintenant à l'endroit d'activistes. Et à Al-Bayed aujourd'hui, où les gens ont manifesté publiquement sur la place publique contre ces détentions arbitraires. Et vous savez, dans la physique, il y a une loi qui est très simple. Contre toute action, il y a une réaction. Ils vont provoquer la réaction contraire à celle qui est attendue. Ils pensent, parce qu'ils ont une vision nihiliste des choses. Ils ne croient qu'à la force, la force brutale, à la répression. Pour eux, le détenteur de la force fait en sorte qu'en face de lui, le faible n'a pas le droit à l'existence. C'est le regard qu'ils ont malheureusement sur nous. C'est des monistes, c'est des gens qui ont une seule vision de la vie, et la vie pour eux repose sur le gourdin, la force et la mitraillette. Donc le Rachi, comme ils nous appellent, ne représente strictement rien pour eux. Cette pandémie est du pain béni pour eux. Donc ils souhaiteraient, je pense qu'ils font des pays et des talawés dans la clandestinité pour demander à Dieu de prolonger encore cette pandémie. Elle les arrange, mais elle ne va pas régler leurs problèmes, parce que les problèmes de notre pays ne font que s'exaspérer et se compliquer davantage et pousser à la radicalisation du peuple algérien. Parce que quand vous êtes tenu en laisse comme ça, avec un bâton sur la tête, avec de la pauvreté qui s'installe, avec une crise économique des plus effroyables, avec des pertes d'emplois, avec une démobilisation, je m'en foutisme terrible de la part des pouvoirs publics, ça ne vous laisse pas trop de choix. Le seul choix, c'est de lutter pour survivre. Et je pense que le retour de la révolution de la rue va être cette fois-ci fulgurant. Ils le savent. Leurs services de sécurité travaillent. Ils passent tout leur temps à épier, à prendre la température au niveau de la rue et dans les marchés. Ils savent pertinemment que le retour sera fulgurant. Maintenant, c'est des gens qui sont bloqués. Vous savez, c'est un régime militaire. Le régime militaire ne croit qu'en une chose, la force. Il est là pour imposer la force, subir la force, recevoir des ordres et donner des ordres. En dehors de ce paradigme-là, ils n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir prendre en charge les problèmes auxquels nous sommes exposés. Oui, mais en attendant, Adel Jabbar, en attendant la reprise du Hirak, que tout le monde espère et que tout le monde attend, et dont personne ne doute, en attendant, ce régime est en train de faire la preuve qu'il est dans l'incurie la plus totale, qu'il ne parvient pas à assurer un confinement à peu près normal. Ah, est-ce que nous avons perdu Adel Jabbar? Non, je suis avec vous. D'accord. Alors, mais le confinement reste, même s'il n'a pas été adopté comme certains pays, comme la Corée du Sud ou la Suède, qui, eux, ont d'autres moyens de dépistage, de mesures barrières absolument incroyables. Mais ce n'est pas le cas de l'Algérie, où il n'y a pas de moyens techniques, il n'y a pas de moyens sanitaires, où il n'y a pas de moyens humains, où il n'y a pas de compétences. Donc notre seul moyen, c'est le confinement. Or, le confinement n'est quasiment pas respecté, à part la période du couvre-feu. Le problème est que, est-ce qu'on doit imputer ce non-respect du confinement au seul régime, ou est-ce que nous devons reconnaître qu'il y a aussi une part d'incivisme et d'irresponsabilité? Il n'y a pas de part d'incivisme. Moi, je ne veux pas faire le parallélisme des formes avec des pays qui nous dépassent de 3 millions d'années-lumière. La Corée du Sud était au même niveau que nous dans les années 60. Aujourd'hui, elle a 200 ans, 300 ans d'avance sur nous. Elle produit beaucoup plus de richesses, le PIB est fulgurant là-bas. Samsung est une compagnie qui fait 4 fois le PIB de l'Algérie. Donc il n'y a pas de comparaison. Non, mais je ne compare pas. Je ne suis pas en train de comparer. Je dis que nous, justement, à partir du moment
où on ne peut pas nous comparer à la Corée du Sud ou à la Suède, nous n'avons que le confinement comme mesure que nous pouvons, qui est dans nos moyens, mais que nous ne sommes pas en train de respecter, justement. Parce qu'ils ne veulent pas que le confinement se fasse selon les normes qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Ça ne les intéresse pas. Ces gens-là s'en foutent royalement. Ils sont hyper incompétents et on le voit dans tous les dispositifs de gouvernance et de gestion et de prise en charge des problèmes sociétaux. C'est des gens qui sont défaillants sur toute la ligne. Oui, mais des gens qui vont faire la chaîne devant Zlebji pour acheter de la Zlebia, oui. Ce n'est pas le régime, ça. Les gens qui se rencontrent pour faire une partie de domino dans le quartier, dans la rue du coin, ce n'est pas le régime. Les gens qui vont au souk, qui font la chaîne pour un sachet de lait, ce n'est pas le régime. Je vais vous dire une chose. Si oui. Vous voulez gérer un pays, si vous voulez gérer votre famille et vos enfants, il n'y a que le langage de vérité qui prévaut pour pouvoir leur dire « faites gaffe, faites attention », etc., etc. Ce régime-là est un régime qui ne produit que le mensonge. Il a banalisé définitivement cette pandémie-là en traficotant des chiffres et en disant et en montrant aux Algériens qu'apparemment la situation est sous contrôle, elle est maîtrisée. Boum l'a dit plusieurs fois, tout est sous contrôle. Songerat dit la même chose. Le ministre de la Santé dit la même chose. Il souffle le chaud et le froid. On ne sait plus à quel fin se vouer avec ces gens-là. Ce que nous savons, c'est que ces gens-là vont nous conduire vers un mur où nous allons nous fracasser. Maintenant, si vous voulez conscientiser les Algériens, dites-leur il y a 50 000 contaminés, il y a 3 000 morts, il y a un mort, il n'y a pas eu de cas ici ou ailleurs. Aujourd'hui, la pandémie est partout présente sur l'ensemble des 48 wilayas. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il faut pas. Moi, je ne les crois pas, ces gens-là, et j'ai toujours refusé tout ce qui vient d'eux. Vous savez, c'est des gens qui vous disent, ils sont toujours dans la pifométrie, leur planification, leurs études prospectives sont toutes fausses. Ils vous citent des chiffres hallucinants. Ils vous disent des Algériens consomment ou jettent à la poubelle 300 tonnes de pain par mois. Y a-t-il eu réellement une étude statistique pour démontrer, preuve à l'appui, preuve chiffrée, que les Algériens jettent autant de pain? Ils vont dans une poubelle, ils trouvent 2 baguettes, ils les prennent en photo et puis c'est la propagande. Ils vous disent on a dépensé entre 1000 et 200 milliards. Et 1200 milliards, c'est comme si 200 milliards étaient un peanut, ne représentaient rien. Donc tout ce qui vient de ces gens-là n'est pas fait dans le sens où ça va faire prendre conscience aux citoyens, ça va les éveiller, ça va les appeler à la vigilance et leur demander de se protéger. Surtout qu'il faut réaliser une chose, c'est que nous sommes un véritable pays sous. Et restez avec nous, Adel Jabbar, pardon de vous avoir interrompu. Avant de recevoir Abdelhak Serrab, nous allons vous montrer, Adel Jabbar vient de nous dire que les dirigeants de ce pays nous disent des choses et leur contraire ou disent n'importe quoi ou nous mentent. Alors regardez le ministre de la Santé, écoutez bien ce qu'il va dire et comment il va lui-même se contredire. Écoutez-le. لو يكون حمل الكمامة وضع الكمامة إجباري أنا شخصيا أنا أقول هذا هو الحل. هذا حل من الحلول. هذا هو تولي كيما لا سانتور سيكوريتي ما عنده une amende. Il faut que tout le monde porte la babette. هذه هي لا بارييريزاسيون، هذه هي الحماية، هذا هو البوكلي. لماذا احنا ما نديروش هذا الشيء؟ علاش ما التحدي هذا؟ علاش ماهوش من برك من اللحظة هذه كلنا نديروا لي ماسك؟ علاش؟ il y a un danger، كاين خطر كبير. الكمامات لي ماسك لي ماسك يلزم نعرفوا ونأكدوا كثير إلا المريض اللي يدير الماسك، لأن العدوى كيفاش؟ العدوى الفيروس هذايا يروح في الجهاز التنفسي كما فيروسات اخرين يروحوا في الكلى ولا يروحوا في الكبد ولا هذا يشتي الجهاز التنفسي كما لاغريب. مول لاغريب ما عندوش مشكل في المعده، ما عندوش يا اخي يسعلوا الحمى نفس الشيء كما لاغريب. هادوك اللي مريض يدير الكمامه لو ماسك باش ما يخرجش ويبدلوا بعد ساعتين 3 سوايع 4 سوايع، لان علاش؟ يتشمخ بالبزاق نتاعو. لما نشوف كل جزائري نعطي لك تجارب في المانيا، في بلد في المانيا في فيينا اكثر من 100,000 ساكن
داروا مده 15 يوم هذه الكمامه 15 يوم صفر ما كانش حتى واحد مسلم. لا لازم كل جزائري كلنا نخرجوا في الشارع بالكمامات. لازم كل الجزائريين الا هذه الطريقه اللي حبينا نضمنوا صحه الجزائريين والقضاء على هذا. Abdelhak Sarab, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamel Din. Merci. Alors d'abord, commentaire sur ce qu'est en train de nous dire Monsieur le ministre de la Santé. Il ne faut pas porter le masque, il faut porter le masque. Ouais, ça c'est le versant économique de la gestion d'une crise sanitaire, parce qu'il y a le versant sécuritaire lié à la nature du régime algérien. Le régime algérien est né en 1962, suite à un coup de force de l'armée des frontières. Et dès le départ, il a conçu la sécurité comme étant une sécurité policière et militaire. Le régime algérien ne croit pas à la sécurité sanitaire, ni alimentaire, ni éducative. Vous l'avez soulevé, les gens se bousculent pour le Zlebia. Mais ça parce qu'il y a une faillite du système éducatif. Quand on ne sait pas que Zlebia est source de cancer, le CAVOM, le cancer de la gorge, de la bouche et des lèvres, est le plus fréquent en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on détient le record mondial en matière de cancer de la sphère ORL par rapport à ce qui se passe dans le monde, justement à cause de Zlebia. Et si les gens y vont et se bousculent en pleine pandémie de Covid, parce qu'on a fait faillite au niveau de la conception de la sécurité. Une sécurité policière et militaire ne tient pas compte de la sécurité sanitaire, elle ne tient pas compte non plus de la sécurité alimentaire ni éducative. Par ailleurs, on se retrouve dans ces situations. Il y a un autre versant de la gestion qui vient d'être exprimé par Monsieur le ministre de la Santé, c'est le versant économique. On n'a pas de sous parce qu'on a fait faillite, parce qu'au lieu de gérer le pays, on a obligé les Algériens à s'éloigner de la politique. La seule politique qui a été adoptée depuis 1962, c'est d'éloigner les Algériens de la politique. Et puisqu'il n'y a pas de vie politique, donc il n'y a pas de vie économique. Et puisqu'il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas d'argent. Et puisqu'il n'y a pas d'argent, on gère une crise sanitaire comme si c'était une crise économique. Parce que c'est des dépenses à faire. On ne fabrique pas les masques, on doit aller les chercher de Chine. Ça va nous coûter des euros et des dollars. Et par ailleurs, il invite les gens à ne pas en mettre parce qu'il n'a pas de sous, parce qu'il a fait faillite. Et c'est ça. Donc on passe d'un concept sécuritaire à un concept économique et financier. Mais jamais, grand jamais, on ne gère la crise comme si c'était une crise sanitaire parce qu'on n'a pas les moyens et parce qu'on ne croit pas à la notion de sécurité sanitaire. Et ça fait partie de la nature du régime algérien. Abdelhak Sarab, justement, un sujet particulièrement grave dont j'ai fait l'évocation tout à l'heure. Nous avons découvert que le nombre de soignants décédés en Algérie, comparé au nombre de décédés déclarés par le régime, il est de 3,4%. Alors qu'en France, puisque nous comparons souvent avec la France, le taux est de 0,1%. Puisqu'en France, il y a eu à peu près 30 soignants décédés sur 28 000 décès. La différence est énorme. Pourquoi cette grosse différence? Pourquoi les soignants en Algérie meurent autant? À quoi sont dus ces décès? Négligence, manque de moyens, quoi? Le personnel n'a pas été protégé. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de chausse-pieds. Donc le personnel s'est battu, le personnel a entamé une guerre, mais il était désarmé. Et quand votre armée n'est pas suffisamment armée, eh ben, il va y avoir beaucoup de dégâts. Et on le voit. Mais il n'y a pas que le personnel sanitaire qui n'a pas été protégé, la population n'a pas été protégée, parce qu'il n'y a pas assez de dépistage. Le problème, c'est qu'on fait 400 dépistages par jour, et on annonce 5-6 morts par jour. Les gens qui n'ont pas été dépistés, les porteurs sains, ils ont un avenir sanitaire sombre malheureusement. Parce que ces gens, un grand nombre parmi eux, va évoluer vers une fibrose pulmonaire. Je rappelle que notre cher Ider Rahimahullah est mort
de fibrose pulmonaire. Il n'a pas été atteint du Covid, mais c'est une fibrose pulmonaire qu'il a développée il y a des années et des années, bien avant l'apparition du Covid. Alors nous allons vous demander une consultation gratuite, justement. Comment peuvent-ils savoir, les gens qui sont atteints de fibrose pulmonaire, quels sont les symptômes les plus... On n'a pas tout de suite une fibrose pulmonaire dès qu'on est atteint par le Covid. La fibrose, elle s'installe. On a des lésions superficielles au niveau du poumon qu'on peut diagnostiquer par un scanner thoracique, par une PCR, le dépistage qu'on n'est pas en train de faire, et on ne fait pas non plus le scanner. Et donc, ces gens, ils sont atteints, ils se croient en bonne santé, mais en fait, c'est des porteurs sains. Et dans quelques années, on aura une population d'Algériennes et d'Algériens atteints de fibrose pulmonaire. Et ils vont évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique, malheureusement. Mais justement, vous nous dites que la société tout entière n'est pas suffisamment protégée. Pourtant, c'est le cas de tous les pays du Maghreb et de tous les pays d'Afrique. Pourtant, c'est une contestation qui sont en train de... C'est un constat qui est en train de faire un peu tout le monde de l'observation scientifique. L'Afrique n'a pas été touchée alors que tout le monde l'a donnée pour étant la cible la plus grave du Covid à ses débuts. Et maintenant, il s'avère que c'est un continent qui n'est quasiment pas touché. Comment expliquez-vous ça ? Les chiffres, Jamel-Eddine Benchenouf, en Afrique ne sont pas fiables. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de dépistage. Il n'y a pas de démocratie. Un régime en faillite ne peut pas dire que j'ai 200 000 morts. Il est déjà discrédité, il n'a aucune légitimité. Si en plus il annonce 200 000 morts, il va être balayé. Du coup, tous les régimes d'Afrique annoncent 100, 200, 300 morts par rapport aux États-Unis qui annoncent quand même des chiffres énormes parce qu'il y a un système démocratique aux États-Unis, en France, en Allemagne, on annonce les véritables chiffres. Et par contre, en Afrique, on invente des chiffres dans un objectif sécuritaire. D'après vous, ce serait l'explication que beaucoup de gens meurent du Covid alors qu'ils ne sont pas déclarés décédés du Covid? Il y a eu des décès, on ne sait pas s'ils étaient du Covid ou pas, mais je suis persuadé que c'était du Covid. Et puis, il n'y a pas eu de dépistage. Et puis, il y a eu des chiffres qu'on a inventés de toutes pièces dans des bureaux, des services de sécurité, pour rassurer le peuple et pour donner une très bonne image ailleurs. Mais les dégâts, à mon avis, ils sont là parce qu'on est tous des humains. Pourquoi l'Américain serait plus exposé que le Congolais ou le Tunisien ou le Marocain ou l'Algérien? Et restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant et je reviens à Amira Bouraoui justement pour lui poser la même question. Amira, l'Afrique, du moins officiellement, d'après les chiffres officiels, le Maghreb et tous les pays du Maghreb sont relativement très peu atteints comparés à des pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, comme la France, l'Italie, l'Espagne. C'est énorme, la différence est énorme. Alors, comment l'expliquez-vous, vous-même, en tant que médecin? Monsieur Benchenouf, je suis totalement d'accord avec vous. L'Europe est davantage touchée que l'Afrique. Je vois que la majorité des pouvoirs africains et des pouvoirs dictatoriaux sont en train d'utiliser l'histoire du Covid afin d'instaurer un peu plus de dictature. Je ne suis pas en train de voir plus de cas en Afrique. Les Africains ne sont pas en majorité touchés. On ne le sait pas encore pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de météo? Est-ce que ces Africains-là, on a mis en avant la théorie du BCG? Est-ce que le fait d'avoir reçu le BCG a fait en sorte que... Est-ce que parce qu'on est... Pourquoi? Parce que les Africains sont vaccinés au BCG et pas les Européens? Nous sommes davantage vaccinés au BCG. Donc c'est une étude qui actuellement, ils sont en train de faire l'étude. Nous sommes aussi une population très jeune. Hein. C'est ce que j'avais dit dès le début. Bon, j'étais contre le confinement. J'ai été contre le confinement, j'ai été attaquée comme pas possible. Tu es contre le confinement. J'ai dit on peut pas. Le confinement est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en Afrique. Je suis un pays africain. Je suis en Algérie. Vous avez mis la moitié du peuple qui sont en train de mourir de faim. Hein. Aujourd'hui, on a les taxieurs, les chauffeurs de bus, on a de la
violence aussi dans les familles. Hein. On a des femmes qui sont en train de dire à leur mari, l'homme il est en train de frapper la femme. L'homme, le confinement est un luxe que ne peuvent se permettre que les pays européens, parce qu'ils sont en train de les payer, qu'ils soient dans le secteur privé ou public, ils sont payés. C'est pas le cas chez nous. J'ai été contre le confinement dès le départ. Et avec ça, mais est-ce qu'on peut se permettre un non-confinement, Amira Bouraoui, alors que les pays, Amira Bouraoui, les pays qui se sont permis le non-confinement, comme la Suède ou la Corée du Sud. La Corée du Sud, par exemple, elle pratique le dépistage systématique et ciblé. La Suède aussi. Mais nous, on pratique 200 à 400 tests de dépistage par jour. Comment voulez-vous qu'on puisse, si ce n'est le confinement, lutter contre la pandémie? Monsieur Benchenouf, le premier cas de coronavirus, on l'a eu pratiquement au même moment que les pays européens. Le premier cas, j'ai tout suivi, hein, l'Italien qui est venu le 26 février, la première déclaration du cas de coronavirus en Algérie, et j'ai commencé à parler, hein, à alerter, etc. Mais malgré ça, on n'a pas eu des centaines de morts par jour. On voit que nos hôpitaux ne sont pas dépassés, qu'on n'a pas eu autant de cas et autant de décès que les pays européens. L'Afrique n'est pas touchée comme l'Europe, et on le répète encore. L'Afrique n'est pas touchée comme l'Europe. On a quoi? 6, 7, 10 cas par jour, 10 cas de décès, mais on a des centaines de décès par jour pour d'autres. Oh, est-ce qu'on a perdu Amira? On va essayer de la retrouver. Alors, nous retrouvons Hamid Mhenni. Rebonjour Hamid Mhenni. Oui, je vous écoute. Alors, très bien. Alors, j'aimerais que nous puissions revenir un peu sur cette histoire avant d'aller à d'autres questions, parce que les gens ont besoin de comprendre pourquoi l'Afrique, le Maghreb aussi, donc l'Afrique, est-elle beaucoup moins touchée que l'Europe, l'Amérique, la Chine? Est-ce qu'on peut expliquer ça seulement par la non-déclaration de gens qui auraient décédé du Covid? Non. Il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant une infection. Hein. Il y a la génétique qui va jouer son rôle. La sélection des races, en quelque sorte, si on utilise les termes de génétique, c'est la sélection des races. Vous savez qu'il y a des peuples qui ont eu des infections mortelles, le choléra, les virus, les différentes infections virales, vont décimer une bonne partie de la population. Mais par contre, ceux qui vont survivre, ils ont été sélectionnés de sorte qu'ils ont un système immunitaire qui peut être plus compétent à faire face aux infections. C'est ainsi que dernièrement, il y a eu quelques études, ils sont toujours en cours, sur notamment le système HLA, qui explique pourquoi certains pays, pour le même virus, pour le même agresseur, ne répondent pas de la même façon. Et il y a des peuples qui répondent moins bien. Maintenant, la notion de la génétique des populations n'est pas la seule pour pouvoir expliquer. C'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas de moyens pour diagnostiquer, il n'y a pas un système de santé, etc., la dictature, etc. D'ailleurs, récemment, en lisant un article qui est apparu dans le Financial Times, il y a une conseillère du Premier ministre d'Autriche. Ils lui ont dit quel est le secret, ils lui ont posé la question, quel est le secret pour que l'Autriche arrive à cerner l'infection juste avec le confinement, des tests vraiment avec des moyens pas très performants. Elle a dit deux choses. Elle a dit la confiance et la transparence. La confiance et la transparence dans le mode de gouvernance. Alors, vous avez ces deux choses-là manquent par exemple cruellement en Afrique. Alors, du coup, vous ne pouvez pas faire face aux infections. Mais ce qu'il faut retenir qu'en Afrique, il y a quand même moins d'infections. Quoi qu'on dise, il n'y a pas d'hécatombe qu'on a vu, par exemple, auquel on est en train d'assister en Amérique du Nord,
ou dans certains pays européens, dans l'Italie, le Royaume-Uni, etc. Ça, c'est le système génétique qui va dire que, voilà, vous allez faire face à qu'on n'est pas égal devant une infection. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont coder vers un système immunitaire qui va plus réagir d'une manière efficace contre une infection ou avec, en tous les cas, moins de sévérité. Mais vous avez aussi, dans tous les pays là qu'on vient de citer, des personnes qui vont moins bien réagir devant l'infection et ils vont payer le prix fort. Maintenant, il y a aussi un autre élément en Afrique, la population est beaucoup plus jeune qu'en Europe. En Europe, il y a, grâce au développement économique, à la culture sanitaire, etc. Tout à l'heure, vous parliez de pourquoi en Algérie, etc., les gens ils sortent en quelque sorte. Moi, j'ai entendu, j'ai vu des documentaires en Algérie qui disent, voilà, c'est le peuple qui n'est pas discipliné, qui est ceci. En fait, c'est la faute au peuple. Tout est la faute au peuple pour que demain, ils vont dire, ce peuple, il est mineur. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une culture sanitaire, une culture de santé, ça s'apprend. Ça s'apprend tous les jours. Là, en Algérie, on n'a pas eu rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait le choléra, il y a la peste, il y a des maladies dont on croyait qu'ils ne sont plus de ce système. C'est quand même étonnant. On a le choléra l'année passée ou 2 ans en arrière, on a eu le choléra. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de culture, une éducation de la santé, ça se fait dans les écoles. Vous savez, il y a un principe qui est, d'ailleurs, je l'ai dit dans votre chaîne l'autre fois, c'est que ce n'est pas au peuple d'organiser l'État, mais c'est l'État qui doit organiser le peuple. Et je me permettrai de vous interrompre, pardonnez-moi, parce que nous arrivons à la fin de l'émission et il reste à faire un tour de micro. Je suis désolé de devoir vous interrompre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Et je reviens à Amira Bouraoui que nous venons de retrouver. Amira Bouraoui, je vous laisse poursuivre. Je vous demanderai d'être un peu lapidaire, si je peux me permettre ce terme, pour pouvoir aller vers une autre question et faire un dernier tour de micro. Monsieur Benchenouf, ce que j'ai à dire, c'est que nous ne sommes pas une population, nous ne sommes pas la vieille Europe. Nous sommes la jeune Afrique. Nous sommes la jeune Afrique et dès le début, on avait dit qu'on n'allait pas avoir autant de décès que l'Europe. L'Europe est vieille. Quand on parle de Lombardie, la Lombardie, elle a la meilleure espérance de vie en Europe. Ils ont tous plus de 90 ans. شكون عنده جدو عاش 90 سنة حنايا؟ حنا جدنا يموت 70 سنة يموت صغير. Donc on a dit que le coronavirus, il atteint essentiellement le sujet âgé et il atteint le sujet les ceux qui ont des pathologies chroniques, ils restent à la maison. Ceux qui n'ont pas de pathologie chronique, ils sortent travailler. Monsieur Benchenouf, j'ai 2 enfants qui sont enfermés à la maison depuis 3 mois. Ils sont en train de ressembler à Mowgli, Monsieur Benchenouf. Moi, je veux que mes enfants puissent aller à l'école. Monsieur Benchenouf, mes enfants ne vont pas à l'école. Ils perdent des mois à la maison. C'est pas normal. Tout ça n'est pas normal. Je veux que les enfants algériens retournent à l'école, que les universitaires puissent étudier. On ne peut pas étudier à distance. Monsieur Benchenouf, on n'a pas Internet. On n'a pas Internet en Afrique. On est déjà très en retard. Et on va enfermer nos enfants, on enferme les universitaires. C'est pas normal tout ce qui se passe. Et au sujet, Amira, au sujet de ces médecins algériens et des autres soignants. Les médecins algériens, Monsieur Benchenouf, les médecins algériens, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez protégés. On ne leur apporte pas assez de masques, on ne les met pas assez. On a vu notre collègue qui est décédée récemment à 8 mois de grossesse. À 8 mois de grossesse, elle n'avait rien à faire aux urgences.
Moi, j'ai travaillé dans un hôpital où à 28 semaines, à 7 mois de grossesse, vous ne faites plus de garde. Là, c'est le problème de la gestion. On n'a pas de gestionnaire hospitalier. On n'a pas de directeur à l'hôpital qui sont à la hauteur. Ailleurs, on étudie la gestion hospitalière. Malheureusement, nos directeurs d'hôpitaux ne sont pas à la hauteur. يجيبونا وليد مجاهد وليد فلان وليد فلتان ويولي ديريكتور d'hôpital وهو خاطيه خلاص. Merci Amira. Je reviens à Abdelhak Sarrab pour un dernier tour de micro. Abdelhak Sarrab, un commentaire avant que je vous pose une question en particulier. Bien, je voulais juste vous dire, si jamais le que la crise sanitaire n'est qu'un symptôme d'une grande maladie qui s'appelle la crise politique. Et cette crise politique, elle a une double dimension. Elle est à la fois une crise d'alternance politique née en 62 suite au coup de force de l'armée des frontières, et elle est aussi une crise de gouvernance qui fait suite à cette crise de l'alternance. La crise d'alternance a débouché sur une crise de gouvernance et on s'est retrouvé avec plein de dysfonctionnements, y compris le dysfonctionnement sanitaire. C'est ce que je voulais rajouter. Alors, une dernière question au sujet de cette fameuse polémique sur les lits de réanimation, sur les respirateurs, dont le ministre de la Santé avait donné un chiffre avant de rétro-pédaler quand Tebboune avait annoncé ces 2500 respirateurs, puis ces 6000 respirateurs, puis revenir à 400, puis revenir à 2500. À votre avis, vous qui êtes en contact avec les médecins algériens, est-ce que nous avons suffisamment de lits de réanimation ? On a des lits de réanimation, mais on n'en a pas en grande quantité. En plus, nos lits de réanimation, malheureusement, ne sont pas aux normes internationales. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un lit, il faut avoir ce qu'il faut autour du lit. Il faut une infirmière formée, il faut un scope qui coûte jusqu'à 2000 €. Il faut un respirateur qui coûte jusqu'à 5000 €. Il faut de l'adrénaline. La noradrénaline, par exemple, une ampoule de 10 millilitres, elle coûte 17 €. Un seul malade peut en consommer plusieurs par jour. Donc, on a des lits, mais on n'a pas en grande quantité. On a 200-300 lits à travers tout le territoire, ce qui est largement insuffisant. En plus, ils ne sont pas aux normes internationales. Merci Abdelhak Sarrab. Adel Jabbar pour le mot de la fin. Adel Jabbar, alors d'abord je vous informe que le gouvernement vient de rendre public un communiqué où il nous dit que le confinement, je vais vous le lire dans un petit instant. Voilà. Alors, confinement partiel, Eid al-Fitr, confinement partiel de 13h à 7h durant les 2 premiers jours. Cela veut dire, si j'ai bien compris, puisque le confinement partiel commence à 13h, que Salat al-Eid sera permise, que les mosquées pourront accueillir les gens pour faire Salat al-Eid. Est-ce que cela ne vous semble pas tout à fait ahurissant par rapport à un pays qui parle de confinement ? Non, c'est plus qu'ahurissant. C'est encore une fois la gestion de l'à peu près et des décisions hasardeuses pour ne pas provoquer encore les gens dans ce qui leur est extrêmement sacré, c'est-à-dire la religion et la pratique de la Salat al-Eid. C'est tout. C'est par peur et par panique qu'ils ont pris cette décision. Parce que c'est quand même terrible de dire je confine de telle heure à telle heure. C'est comme si vous dites le virus ne va pas être là, il est parti en vacances ou il est parti bronzer quelque part, et puis à partir de telle heure, rentrez chez vous, enfermez-vous, etc. Et donc c'est affreux, et c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Moi, je connais fort bien ce continent, je suis en contact permanent avec des amis en Afrique de l'Ouest. La situation est chaotique chez eux. Cependant, ce Covid-là n'est pas aussi dangereux pour les Africains que la malaria qui tue des millions d'enfants par année. Ebola a terrassé l'Afrique centrale et de l'Ouest, et ça ne les a pas autant poussés à quelque chose. Maintenant, vous m'avez rappelé un élément fondamental qui rentre dans la propagande des Big Pharma. Je pense que si on a lancé ou balancé des chiffres catastrophiques sur la pandémie en Afrique, c'est éventuellement et en perspective de leur vendre ou de tester
des vaccins chez eux. Il y a eu des déclarations criminelles à ce sujet-là pour dire nous allons essayer des vaccins sur les Africains. D'abord, pour revenir à notre pays, moi personnellement, je pense que la situation n'est pas du tout maîtrisable. Je compatis avec le cri de douleur de Mme Bouraoui concernant la situation de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs, d'un pan important de notre population qui est en train de souffrir, le martyr pour survivre, parce qu'il y a une véritable crise alimentaire qui se pose en Algérie. Ça, il ne faut pas se le cacher. Les gens s'appauvrissent de plus en plus. Nous sommes en train de rentrer dans le mur par la cause ou à cause d'une dégringolade de nos recettes. Cette année, si tout va bien, nous allons boucler probablement à 17 milliards de dollars. Donc un déficit de 20 milliards de dollars. Merci. Merci. ربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير. صحة فطوركم. عادل الجبار، أميرة بوراوي، عبد الحق سراب، حميد مهني، مصعب حمودي. صحة فطوركم. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. صحة فطوركم. بقاو على خير وربي يجيب الخير.